Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment fascinant, souvent entouré d'une aura de mystère, de spectacle, l'hypnose. Ah oui, on a tous l'image du pendule, des gens qui tombent sur scène, hein. Exactement. Mais les sources qu'on a sur la table, des articles académiques, des revues systématiques, des textes cliniques, nous invitent à laisser tout ça au vestiaire. L'objectif, c'est vraiment de démystifier. Voilà. Notre mission, découvrir la facette scientifique et thérapeutique de l'hypnose, comprendre son évolution, son fonctionnement, ses applications concrètes, et puis aussi les garde-fous éthiques. C'est indispensable. Et pour ça, il faut partir d'une définition claire, loin des clichés. Celle de l'Association américaine de psychologie fait assez consensus. D'accord, et que dit-elle? En gros, c'est un état de conscience qui implique une attention très focalisée, On est hyper concentré, en somme. c'est ça. Et du coup, la conscience de ce qui nous entoure, elle diminue. Mais le point clé, le cœur du réacteur, c'est une capacité de réponse accrue à la suggestion. C'est ça qui fait tout. Et il y a une ironie dès le départ, non? Le mot lui-même, hypnose, vient du grec hypnos. Le sommeil, oui, c'est une fausse piste totale. C'est fou de commencer avec un contresens. Absolument. On le doit au médecin écossais James Braid au XIXe siècle. Au début, il pensait vraiment avoir affaire à une sorte de sommeil nerveux. Ah, d'accord. Il a vite réalisé son erreur d'ailleurs. Il a même essayé d'imposer un autre terme, monoïdéisme, pour insister sur la concentration sur une seule idée. Mais c'était trop tard, j'imagine. Trop tard, le mot hypnose avait déjà pris. Donc il faut le dire et le redire, l'hypnose, ce n'est pas du sommeil. La personne reste consciente, elle entend, elle peut interagir. D'accord, le décor est planté. Si on remonte le fil, le point de départ de l'hypnose moderne, c'est un personnage haut en couleur à la fin du XVIIIe siècle, Franz Anton Mesmer. Oui, Mesmer est incontournable. Il débarque à Paris avec sa théorie du magnétisme animal. Le fameux fluide, Le fameux fluide, pour lui, il y a un fluide universel invisible qui nous traverse, et la maladie, eh bien, c'est juste un blocage de ce fluide. et donc lui, avec ses mains, ses aimants, il rétablissait la circulation. Voilà. Il provoquait des crises convulsives très spectaculaires chez ses patients qui étaient suivies de guérison. Ça a fait un bruit énorme à Paris. Un bruit tel qu'une commission royale a été nommée par Louis XVI. Et pas des moindres, hein. On y trouve Benjamin Franklin et le chimiste Lavoisier. C'est ça. Et leur conclusion a été un vrai coup de massue pour Mesmer. Ils ont fait des expériences en double aveugle, ce qui était très en avance sur leur temps. Incroyable. Et ils ont prouvé que le fluide, il n'existait pas. Les effets, qui étaient bien réels, eux, venaient de ce qu'ils ont appelé l'imagination des patients. L'ironie, c'est que la première avancée de l'hypnose est née d'une théorie complètement fausse. Exactement. Le vrai legs de Mesmer, ce n'est pas son fluide, c'est la démonstration involontaire que l'esprit du patient est l'ingrédient actif principal. Il a ouvert une porte sans savoir ce qu'il y avait derrière. Et ses successeurs s'y sont engouffrés. C'est là qu'ils ont été brillants. Le marquis de Puységur, un de ses élèves, découvre que la transe peut être un état calme, lucide, où le patient parle. C'est le somnambulisme magnétique. Et là, on commence à parler de l'importance de la relation, du rapport de confiance. Tout à fait. Et puis vient l'abbé Faria, qui va encore plus loin. Lui, il balaye l'idée de fluide. Il dit « tout vient du sujet lui-même ». C'est le premier à vraiment centrer la pratique sur la suggestion et la concentration du patient. On a complètement déplacé le curseur. Complètement. Du pouvoir du magnétiseur au potentiel du patient. Et en parcourant cette période, je suis tombée sur un nom qui m'a absolument stupéfiée. Le chirurgien James Esdaile, en Inde au XIXe siècle. Ce qu'il a fait, ça semble relever de la science-fiction. Ah oui, Esdaile, c'est un cas documenté et qui laisse pantois, c'est vrai. On parle d'environ 3000 interventions chirurgicales entre 1845 et 1851. 3000. Oui, dont des centaines d'opérations majeures. Des amputations, des ablations de tumeurs, Uniquement sous hypnose. uniquement sous hypnose, sans aucune anesthésie chimique. Et le plus fou, c'est que son taux de mortalité post-opératoire était spectaculairement bas pour l'époque. Comment c'est possible? Probablement parce que l'absence de douleur diminuait énormément le choc opératoire. Ça démontre un potentiel analgésique de l'hypnose qu'on peine encore à exploiter pleinement aujourd'hui. Cette histoire a de quoi bousculer nos certitudes. Alors, cette structuration au XIXe siècle, j'imagine qu'elle a mené à des écoles de pensée très différentes au XXe. Les sources mettent en avant deux figures qui semblent diamétralement opposées. Totalement. D'un côté, on a Dave Hellman. Il n'était pas médecin, mais il a formé des milliers de professionnels de santé dans les années 50-60. Son approche, c'est l'hypnose classique, la directive.
Rapide, efficace, presque autoritaire, c'est ça? C'est ça. Son induction est célèbre. Elle permet d'amener une personne dans un état d'hypnose profonde, suffisante pour une chirurgie dentaire par exemple, en moins de 3 minutes. C'est l'école de l'efficacité, de l'instruction directe. Et à l'opposé complet, il y a le psychiatre Milton Erickson, une véritable légende. Erickson, c'est une révolution. Il a développé ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. C'est tout l'inverse. Permissif, indirect, souvent juste, conversationnel. Quelle est sa philosophie? Pour lui, l'inconscient, c'est un immense réservoir de ressources, de solutions. Mais il a son propre langage. Il ne répond pas bien aux ordres. Ah, Par contre, il est extrêmement réceptif aux métaphores, aux histoires, aux suggestions qui ouvrent des possibilités. le contraste est frappant. Les sources donnent un exemple. L'approche d'Allman, ce serait un ordre impeccable. Vous entrez maintenant dans une transe hypnotique. Voilà, direct. Tandis qu'Erickson, lui, formulerait quelque chose comme « Et vous pouvez apprendre confortablement comment entrer en transe ». La différence est fondamentale. L'un est une injonction, l'autre une invitation. Exactement. Ça donne le contrôle au patient. Erickson utilisait un langage qu'il qualifiait lui-même d'artistiquement vague. C'est plein de sous-entendus pour permettre à l'inconscient de piocher ce dont il a besoin, de construire sa propre solution. Le thérapeute n'est qu'un guide. C'est ça. Pour Erickson, le véritable expert, c'est le patient. D'accord. On a l'histoire, les grandes approches, venons-en au concret. À quoi ça sert aujourd'hui? Commençons par la gestion de la douleur, son domaine historique. C'est une de ses applications les plus étudiées et validées, oui. Une revue systématique publiée sur la plateforme Cielo en 2021 a compilé les résultats de 18 essais cliniques sur la douleur chronique. Donc, les douleurs installées dans le temps, pas celles liées à un soin ponctuel. C'est ça. Et les conclusions sont très claires. L'hypnose est une technique efficace. Sur les 18 études, 16 ont montré une réduction significative, soit de l'intensité de la douleur, soit de son impact sur la vie quotidienne. Et ça concerne quelle pathologie? Des pathologies très lourdes, sclérose en plaques, douleurs liées au cancer, fibromyalgie, douleurs lombaires chroniques. Le mécanisme n'est pas magique, hein. Il s'agit d'apprendre au cerveau à moduler le signal de la douleur. À le mettre à distance, en quelque sorte. Exactement. À s'en dissocier ou à changer sa perception. Les avantages sont évidents. Faible coût, pas d'effets secondaires, et au-delà de la douleur physique, pour les souffrances psychologiques comme les phobies, l'anxiété. C'est l'autre grand champ d'application. Le postulat, c'est que la plupart des phobies ou des troubles anxieux ne sont pas logiques. On a beau savoir rationnellement qu'une araignée est inoffensive, La peur se déclenche quand même. voilà. C'est parce que la peur est ancrée dans l'inconscient, comme un programme qui se lance automatiquement. L'hypnose permet de contourner le conscient pour aller reprogrammer directement à la source. On ne discute pas la peur, on la désactive. C'est l'idée. En état d'hypnose, dans un cadre sécurisé, on peut réassocier le stimulus, l'araignée, l'avion, à une nouvelle réponse de calme. Les chiffres cités sont assez impressionnants. Oui, j'ai vu ça. Une étude de l'Association américaine de psychologie de 2020 qui avance un taux de succès de 85% pour les phobies. C'est énorme. Et une autre du Journal of Clinical Psychology de 2019 qui montre une réduction moyenne de 70% de l'intensité des peurs. Ces chiffres sont presque trop beaux. Est-ce qu'on prend en compte l'effet placebo, qui doit être particulièrement fort dans une pratique basée sur la suggestion? C'est une question absolument centrale. Et oui, les études les plus rigoureuses comparent l'hypnothérapie à des groupes contrôle, parfois même avec une hypnose placebo où les suggestions ne sont pas thérapeutiques. Et même là, ça fonctionne mieux? Oui, l'hypnose spécifique montre une efficacité supérieure. L'effet placebo, ou disons l'effet des attentes positives, joue un rôle, c'est certain. Mais l'hypnose semble être une technique qui structure et amplifie cet effet de manière très ciblée. Les sources décrivent des techniques très imagées pour y parvenir. J'ai été marquée par une technique brésilienne pour l'anxiété, boliniès de savon, les bulles de savon. Ah oui, elle est très parlante. On demande à la personne de visualiser ses émotions négatives, la colère, l'angoisse, comme une eau trouble, boueuse dans un verre. D'accord. Puis, on l'invite à imaginer qu'elle souffle doucement dans une paille. Et de ce geste naissent de magnifiques bulles de savon, transparentes, colorées, qui s'élèvent et emportent avec elles les émotions négatives. Le verre s'éclaircit. C'est très poétique et en même temps, c'est un outil mental très concret. C'est fascinant. Une autre technique est mentionnée pour les attaques de panique, la luz creativa, la lumière créative.
Là, c'est de la visualisation guidée. La personne imagine une lumière bienveillante, chaude, qui entre par le sommet de son crâne et descend lentement dans tout son corps. Et elle nettoie tout sur son tasselage. Elle nettoie, elle purifie, elle emporte les tensions, les pensées négatives. Et elle laisse derrière une sorte de bouclier protecteur. Le but, c'est de donner à la personne un outil qu'elle peut s'approprier et réutiliser seule. On restaure un sentiment de contrôle. On pourrait aussi parler de l'arrêt du tabac. J'imagine que le principe est similaire, non? Oui, le principe reste le même, s'adresser à l'inconscient pour modifier des automatismes. Pour le tabac, on va souvent dissocier la cigarette du café, de la pause, et renforcer la motivation en connectant la personne à une image future d'elle-même, en bonne santé, libre. Tout cela nous amène à la question centrale, la grande crainte. Est-ce qu'on perd le contrôle? Le thérapeute peut-il nous faire n'importe quoi? C'est le mythe numéro 1, et il est totalement infondé en contexte thérapeutique. Il faut le marteler, hein. On ne perd jamais le contrôle. Jamais. La personne n'est pas endormie, elle est en hyper-concentration. Elle entend tout, elle se souvient de tout. Absolument. Et il y a toujours une partie d'elle qu'on appelle l'observateur caché, qui reste en veille et qui peut la faire sortir de l'état hypnotique à tout moment, si une suggestion lui semble inappropriée ou contraire à ses valeurs. L'analogie du film passionnant est assez juste en fait. C'est la meilleure. On est tellement absorbé qu'on oublie la pièce autour, mais si quelqu'un crie au feu, on réagit instantanément. Et la science moderne, elle a pu observer ce qui se passe dans le cerveau pendant cet état. Les sources font un parallèle avec la méditation. Oui, les études en électroencéphalographie, le EEG, montrent des schémas similaires. Dans les deux cas, on observe une augmentation significative des ondes θ. Ce ne sont pas les ondes du sommeil. Non, ce sont celles de la relaxation profonde, de l'intuition, de la créativité. L'état dans lequel on est juste avant de s'endormir, quand les idées fusent. Et avec l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRMF, on voit quelles zones précises sont au travail. Exactement. Et ce qu'on voit est la preuve qu'il n'y a pas de perte de contrôle. On observe une activité accrue dans le cortex singulaire antérieur qui gère la focalisation de l'attention. Et le cortex préfrontal. Oui, le siège de la planification, de la décision, de la volonté. Donc loin d'être éteint, le centre de contrôle du cerveau est pleinement mobilisé. Le cerveau fonctionne différemment, de manière plus tournée vers l'antérieur. Si ce n'est pas une prise de pouvoir, il doit néanmoins y avoir un cadre très strict pour encadrer une pratique qui touche à l'intime, à l'inconscient. Le cadre éthique est non négociable. L'objectif final, c'est toujours et uniquement de promouvoir l'autonomie, la liberté et l'émancipation de la personne. L'un des articles propose un triptyque éthique très simple et puissant pour guider le thérapeute. Le test du je veux, je peux, je dois. C'est une excellente boussole. Une action est éthique quand ce que le thérapeute veut faire, donc l'objectif du patient, est aligné avec ce qu'il peut faire. Sa formation, ses compétences. C'est ça. Et avec ce qu'il doit faire. Le respect du code de déontologie, le bien-être du patient avant tout. La question du je peux est cruciale. Un praticien mal formé peut faire des dégâts. D'où la question de la réglementation. Je vois que certains pays, comme le Brésil, ont une approche assez claire. Plusieurs conseils professionnels, médecine, psychologie, reconnaissent et réglementent l'hypnose. C'est un gage de sérieux essentiel. Ça signifie que la pratique est réservée à des professionnels de santé déjà diplômés qui ajoutent l'hypnose à leur boîte à outils. Ils sont soumis à un code de déontologie. Ça évite les dérives. Complètement. Ça assure que l'hypnose s'intègre dans une stratégie de soins globale et non comme une pratique isolée et alternative. L'éthique, c'est ce qui transforme un outil puissant en une pratique soignante. Un résumé, on a fait un sacré chemin. On est parti du fluide magnétique de Mesmer pour arriver à un état de conscience observable par neuroimagerie, avec des approches très différentes d'Hellman à Erickson et des applications validées pour la douleur ou l'anxiété. Et le fil rouge de toute cette histoire, depuis Faria jusqu'à aujourd'hui, c'est cette prise de conscience que la clé n'est pas une force extérieure. La clé, c'est la capacité de chaque individu à mobiliser ses propres ressources inconscientes. C'est un changement de paradigme complet. Oui, l'hypnose, qu'elle soit directe ou indirecte, c'est avant tout une forme de communication singulière qui, utilisée avec compétence et éthique, agit comme un catalyseur pour faciliter des changements que la personne souhaite déjà opérer. Finalement, si l'hypnose est un moyen d'amplifier notre capacité naturelle à répondre à la suggestion, la question la plus intéressante n'est peut-être pas ce qu'un thérapeute peut nous suggérer, mais quelles suggestions positives nous pourrions commencer à nous faire à nous-mêmes.